Nous voici donc dans notre nouveau système, Linux Mint, la version 20 en particulier. Et nous allons faire un tour rapide de ce qui se trouve ici à l'intérieur. La grande majorité des systèmes d'exploitation, lorsqu'on les installe et qu'on les utilise pour la première fois, ils ont une sorte d'écran d'accueil. Linux Mint, du moins la version 20 que nous avons installée, n'échappe pas du tout à la règle, car nous avons cet écran de bienvenue qu'on peut décider de laisser afficher au démarrage ou pas. Si c'est la première fois qu'on est en phase avec un système Linux, par exemple, ou Linux Mint, ça peut être pertinent de laisser parce qu'il y a des choses qu'on ne va probablement pas découvrir ou aborder le premier jour. Et il y a parfois des articles, comme par exemple les premiers pas, les choses qu'on peut faire, la documentation, l'aide, les contributions, qu'on pourrait oublier, mais que cet écran pourrait nous rappeler à un moment ou à un autre. Et c'est intéressant parce que, par exemple, au niveau des premiers pas, on a la possibilité de voir certaines des choses qu'on peut effectuer dès le départ. Alors, eux, ils nous suggèrent de choisir les couleurs, les thèmes, etc. On peut également gérer ça par les paramètres système, mais nous allons faire comme des débutants et vraiment suivre les recommandations de l'écran de bienvenue. Donc par défaut, voici notre écran. Il est noir avec en fait, il est noir. L'arrière-plan, c'est une image sombre avec le logo de Linux Mint. Notre répertoire personnel est là. Et ici, il nous propose de choisir. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Quand je sélectionne, par exemple, par défaut, je pense que c'est le vert là. Si je sélectionne le bleu, les couleurs de surlignement, comme ici, là, par exemple, passent en bleu. L'icône qui était là passe en bleu. Même cette icône-ci qui était verte tout à l'heure est devenue bleue. Si je prends un bleu un peu plus foncé, ça prend quelques secondes. Vous voyez, la teinte de ce dossier-ci change. Ici, dans la barre, ça change également. Je vais ouvrir une fenêtre pour que ce soit plus apparent, disons. Si je prends plutôt ceci, quelques secondes après, la couleur de mes icônes, de mon interface change. Donc, c'est un peu comme le thème de votre système. Donc, vous allez choisir la configuration qui est le mieux assortie avec vous. Il y a des couleurs un peu modernes, là. Ça se rapproche un peu des couleurs de Sokawakata, tiens. Donc, je vais rester avec cette version-là. On peut gérer un peu la luminosité. Ça peut être pertinent si vous avez un écran... en fait, suivant les écrans que vous avez, ça peut être pertinent. Si vous êtes sur un portable, ça l'est encore plus. Les instantanés du système. Nous avons discuté des instantanés sur sokawakata.com, particulièrement concernant notre dossier sur la virtualisation. Nous, dans notre cas, on n'en aura pas besoin ici. Le gestionnaire de pilote, ça peut être intéressant. Ça peut... là, il nous demande le mot de passe. Ça peut nous permettre d'installer des pilotes additionnels, des pilotes propriétaires, parce que la plupart des distributions Linux viennent avec des pilotes open source. C'est une bonne chose, mais il arrive que pour certains matériels spécifiques, ce ne soient pas les pilotes les plus appropriés. Donc, ça arrive que les éditeurs, soit de logiciels, soit les fabricants de matériel, créent eux-mêmes des pilotes spécifiques
pour soit une imprimante, un disque dur, un clavier MIDI ou peu importe. Et ces pilotes propriétaires sont parfois plus efficaces. Je dis parfois parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec les pilotes open source, surtout au niveau des pilotes d'imprimantes. Et certains pilotes d'imprimantes open source étaient meilleurs de loin que les pilotes propriétaires. Bon, ça change. Pour certains secteurs, ce n'est pas tout à fait vrai, bien entendu. Donc ce sera à voir. Dans notre cas, nous sommes sur une machine virtuelle, nous n'avons pas besoin de pilote particulier. Le gestionnaire de mise à jour, très important. Pourquoi? Parce que il permet de savoir, comment dire, quel est l'état du système. Est-ce que le système est à jour par rapport au dépôt? Oui ou non? Sinon, quels sont les paquets qui pourraient être installés ou mis à jour, etc. Donc, on peut avoir l'accès à ceci. On pourra le trouver plus tard dans nos menus. Bon, mais ça, on le verra plus tard. Paramètres du système, important également, parce que ça peut permettre rapidement de configurer son système. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard, voir comment est-ce qu'on peut jouer avec l'apparence, quelles sont les options qui sont à notre disposition. Les options au niveau de l'interface graphique, parce que les options, il y en a des tas à partir de la ligne de commande, à partir de plusieurs utilitaires, mais nous allons examiner ces éléments-ci les uns après les autres. La Logitech, c'est un peu comme l'App Store ou le Play Store. C'est l'endroit où sont regroupées les applications, les paquets officiels de la distribution. Ce ne sont pas les seuls logiciels qui puissent être installés. Il y a d'autres sources disponibles sur Internet où on peut acquérir de nouveaux logiciels. Mais disons que par distribution, par système, c'est l'endroit officiel où les applications reconnues, recommandées, autorisées sont regroupées. Bon, je ne vais pas dire autorisées parce que bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais disons que chaque distribution a une sorte de philosophie et les logiciels qui épousent cette philosophie seront en général featured, seront en général présentés, regroupés dans le gestionnaire de logiciels. Nous avons fait également un cours, en fait, une capsule complète sur l'installation des logiciels dans une distribution Linux, les différentes façons d'y parvenir, et l'utilisation d'un gestionnaire de logiciels en faisait partie. Alors, les logiciels sont regroupés par catégorie. Certains logiciels sont recommandés ou mis en vedette. Vous les verrez souvent apparaître ici, si vous êtes par exemple sous Linux Mint ou une distribution similaire. Et derrière chacune des catégories se trouvent les différents logiciels avec les avis, les descriptions, etc. Certaines catégories ont des sous-catégories, comme par exemple là je suis dans sciences et éducation, quand je clique dessus, et à l'intérieur j'ai des sous-catégories pour la science, pour les maths, pour l'éducation, pour l'électronique, ou pour visualiser l'ensemble, bien entendu. Donc j'ai les moteurs de recherche ici qui peuvent me permettre de chercher directement une application si j'en connais le nom ou la description. Nous reviendrons un peu plus tard là-dessus. Et puis nous avons le pare-feu qui peut nous permettre d'examiner le trafic réseau par rapport à notre système. Par défaut, il n'est pas activé, mais on peut activer et on peut définir un certain nombre de règles. Ça également, nous aurons l'occasion de revenir. Alors, à moins que vous soyez vraiment très intense, ça peut être difficile de faire l'ensemble de ces choses-là le jour 1. Donc, c'est pour ça que si vous êtes nouveau, je vous recommanderais de laisser cette fenêtre affichée au démarrage. Ça va vous permettre d'effectuer certaines petites configurations ou bien de découvrir certains de ces éléments-là au fur et à mesure. Donc, je peux fermer sans crainte ceci, sachant qu'au prochain redémarrage, de toute façon, ça va apparaître. Et on va essayer d'examiner très rapidement donc notre système. Alors, c'est un système classique hein, qui vient avec un bureau, un espace de travail sur lequel vont s'effectuer nos différentes tâches.
L'icône par défaut qui est là, c'est celle du répertoire personnel. C'est similaire à mon dossier ou à... je sais pas comment ça s'appelle sur Windows, j'ai oublié. Mais bref, votre dossier personnel, là où vous mettez vos dossiers, vos fichiers par défaut. Donc, on a l'équivalent de mes documents ici, de mes images. Il y a un dossier pour les modèles, si jamais vous avez des modèles de documents. Pour votre musique, un dossier public. Celui-ci, il est intéressant parce que les éléments que vous mettez ici, là, sont a priori destinés à être visibles et accessibles sur votre réseau. Donc, s'il y a plusieurs utilisateurs sur votre poste de travail, s'il y a plusieurs ordinateurs répandus sur votre réseau, et que vous mettez des informations ici, même si le reste est verrouillé, caché, a priori, ce que vous mettez ici, là, sera accessible partout sur le réseau. Sauf si en jouant avec le pare-feu et d'autres réglages, vous changez cette dynamique. Bon, les téléchargements, c'est le répertoire par défaut où vos téléchargements vont aller, ce que vous faites à partir des navigateurs notamment. Et puis, vous avez un dossier pour vos vidéos. Ça, ce sont les dossiers prévus par le système pour ces types d'informations, mais rien ne vous empêche de garder vos documents sur le bureau, vos images dans la musique, vos vidéos dans les téléchargements et vos modèles dans le public ou peu importe. Et rien ne vous empêche également d'aller ailleurs pour créer une structure qui va accueillir vos fichiers. C'est juste un gabarit pour vous aider un peu en termes d'organisation. Après le bureau, nous avons, dans le cas de Linux Mint, XFCE, complètement au bas, nous avons la barre des tâches qui comporte la barre, le bouton démarrer, reconnaissable par le logo de notre distribution. Complètement à droite, nous avons la barre des notifications qui va nous avertir sur tout un tas de choses. Bon, nous avons l'horloge, nous avons le contrôle du volume et parfois du multimédia. Ordinateur, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est le gestionnaire de l'alimentation. Je ne sais pas pourquoi il affiche ordinateur, mais bref. L'état du réseau, l'état du gestionnaire de mise à jour. Donc là, il me met du orange. Ça suppose que les choses ne sont pas tout à fait à jour, hein. Ah, il veut que je configure les images automatiquement. Bref, ça, on verra ça un peu plus tard. On a également les logs, les journaux, qui peuvent nous informer sur certaines choses qui vont ou qui ne vont pas du tout dans votre système. Et puis, on a le centre de notification qui va s'activer pour tout un tas de trucs. Si la batterie, ça va pas bien, si on a reçu des messages et que c'est configuré, etc., etc. Donc, nous avons ici la barre de lancement rapide. Ici, c'est une icône qui nous permet de réduire toutes les fenêtres. Donc, si j'avais plusieurs éléments ouverts, par exemple là comme ça, imaginons que mon bureau était complètement assujetti au non-sens des fenêtres. Donc, en cliquant dessus, je peux les réduire toutes en une seule fois et accéder à nouveau à mon bureau en toute quiétude. Bon, avec deux fenêtres, ça n'a pas vraiment de sens, mais si vous en aviez 350 ici, ce serait peut-être pertinent. Vous avez le navigateur web. Nous avons le terminal tout puissant. Bon, tout puissant, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, vous avez le terminal qui va nous permettre d'effectuer un certain nombre de tâches. Le Linux d'aujourd'hui n'a plus exclusivement besoin du terminal pour effectuer certaines opérations. Beaucoup de choses peuvent se passer au niveau des interfaces graphiques. Il n'en demeure pas moins que pour certaines choses, le terminal reste assez efficace. Et même pour voir un peu l'état des, comment dire, des installations, de la progression, les messages renvoyés par certaines applications, passer par le terminal reste une option de choix. Mais je peux comprendre que pour ceux qui commencent, que ce soit un peu déstabilisant parce que ça a l'air d'être de la programmation ou des choses un peu compliquées. Mais c'est pas du tout le cas, du tout. Nous aurons l'occasion d'utiliser notre cher ami de temps à autre. Et puis ici, nous avons le gestionnaire de fichiers que nous avons déjà examiné, mais que nous allons examiner plus en profondeur tout à l'heure.
Alors, lorsqu'on active le bouton démarrer, nous avons des éléments d'identification. Donc, complètement ici en haut, on a l'icône, l'avatar si vous voulez, ainsi que le nom de l'utilisateur actif. Je n'ai pas personnalisé la photo, donc bon, ben, c'est l'avatar par défaut. Nous avons une icône qui nous permet d'accéder au gestionnaire de paramètres. Le même gestionnaire de paramètres que nous avons vu tout à l'heure avec l'écran de démarrage. Nous avons la possibilité de verrouiller l'écran. Verrouiller l'écran, c'est tout simplement fermer l'écran et mettre un mot de passe. Donc, en fait, pas mettre un mot de passe, mais pour pouvoir y accéder, il faudrait rentrer le mot de passe. Ce que nous allons faire. Et puis, nous avons l'option... J'ai bugué le système. Ouais. J'ai bugué le système. Oh ben, j'ai bugué le système. Très bien. Mais... Et ici, toujours à partir du bouton démarrer, nous avons également la porte de sortie. Donc, en cliquant ici sur des connexions, nous avons différentes options pour nous qui peuvent nous permettre de sortir de l'ordinateur. Soit on se déconnecte, soit on redémarre, soit on l'éteint complètement. Dans certains cas, on peut avoir besoin de le mettre en veille. Et puis, ici, on peut changer d'utilisateur. Ça, c'est important ou utile si jamais vous avez différents utilisateurs dans le même système. Donc, on n'utilisera pas cela. Alors, je sais que les ordinateurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus robustes, et que la plupart du temps, on peut éteindre la machine juste en appuyant sur le bouton, mais même en 2021, il reste une procédure. Et la procédure, dans la plupart des systèmes d'exploitation, c'est d'enclencher le mécanisme d'extinction. Dans le cas de Linux Mint, c'est bouton démarrer, bouton ou commande de déconnexion, et puis on choisit la manière dont on souhaiterait se déconnecter du système. En utilisant la méthode recommandée, ça permet à votre système d'éteindre en toute sécurité l'ensemble des processus, etc. Ça peut être pertinent si vous avez des disques durs, des clés USB, j'allais dire les disquettes, connectés à votre système d'exploitation, parce que certains de ces appareils sont, eux, parfois moins robustes. Donc, si vous vous amusez à éteindre de manière aléatoire votre système, vous pouvez affecter peut-être pas le système direct, parce que eux, ils sont un peu plus robustes, mais peut-être certains périphériques autres. Alors, l'une des choses qui est passionnante et intéressante avec les systèmes d'exploitation du type Linux, c'est que en général, quand vous installez le système d'exploitation, il ne vient pas avec le système d'exploitation lui seul, qui est tout cet environnement qui vous permet de déployer vos applications, etc. En général, c'est livré avec un nombre relativement impressionnant d'applications. D'applications en tout genre. Alors ici, les applications que vous avez sont regroupées par catégorie. Donc nous avons différentes catégories ici, là. Les applications favorites, ce sont celles que vous utiliserez le plus souvent en général. Vous pouvez marquer certaines applications comme favorites et la liste pourra s'agrandir ici. Les récemment utilisées, ce sont celles que vous avez récemment utilisées. Toutes les applications, c'est si vous voulez toutes les voir sans avoir à les rechercher par catégorie. Alors on peut se demander à quoi ça sert de sauter le regroupement par catégorie qui théoriquement pourra nous permettre plus rapidement d'accéder aux applications. Et bien c'est tout simplement parce que parfois quand on installe certaines applications, le système n'arrive pas à diagnostiquer correctement dans quelle catégorie les mettre. Ou alors parfois les développeurs sont un peu sur la lune là, et quand ils créent le logiciel, ils l'affectent aux mauvaises catégories. Et comme dans l'open source, il y a beaucoup de récupération de logiciels, de configuration, etc. Il arrive qu'en créant une application,
peut-être dans la catégorie multimédia que le développeur se soit servi d'un gabarit qui appartenait à Internet, par exemple. Donc ça fait, et ça peut arriver qu'ils oublient de reconfigurer tout ça correctement par la suite. Ça fait que quand l'application se déploie, bon, ben, elle était marquée comme multimédia. Elle va apparaître ici dans multimédia alors que c'est une application relative à Internet. Bon, bref. Donc parfois, vous cherchez dans la bonne catégorie, mais vous ne retrouvez pas le logiciel que vous pourchassez. Donc vous pouvez venir ici dans toutes les applications parce qu'elles sont toutes là, sans égard à leur catégorie respective. Et en général, elles seront classées par ordre alphabétique de la langue que vous utilisez pour votre système. Si même là, ça ne suffit pas, peut-être parce que la liste est assez impressionnante. Bon, là, notre machine est encore complètement vide. Donc, comment dire? On n'a pas vraiment d'enjeu, on peut parcourir la liste assez rapidement. Mais si jamais la liste devient hors de contrôle, vous pouvez toujours utiliser le moteur de recherche qui est là et en tapant tout simplement le nom ou une partie du nom de votre application. Là, par exemple, je cherchais Firefox, j'ai tapé Fire. Bien que le nom de l'application dans mon système commence par navigateur web Firefox, il m'a quand même affiché Firefox ici. Il va arriver qu'il affiche des choses qui n'ont aucun rapport, comme par exemple fichier tuner, il n'y a aucun rapport avec Fire. Application favorite, il n'y a aucun rapport avec Fire, du moins de mon point de vue. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît. Bon, configuration du pare-feu, Firewall, probablement, c'est pour ça que c'est là. Bon, peut-être qu'avec les traductions, il y a un rapport, il y a une raison pour laquelle certains de ces éléments apparaissent, je ne sais pas. Très bien, donc examinons un peu les éléments par défaut qui sont là. Alors parmi les accessoires, nous avons la calculatrice, capture d'écran. Est-ce que c'est le logiciel dont je voudrais vous parler? Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous reviendrons là-dessus. Créateur de clés USB. Très important si vous voulez créer des clés USB amorçables. L'application disque nous permet de voir notre disque et nos disques, le disque dur principal, mais également les disques qu'on peut lui connecter, comme par exemple, on a un lecteur de CD-ROM là. Si on avait une clé USB ou un disque dur externe, et qu'ils étaient connectés, on les aurait vus là. Et ça peut nous permettre d'effectuer des modifications comme formater la partition, la modifier si on veut changer la dimension d'une partition, redimensionner, changer le système de fichiers, réparer le système de fichiers. Linux est un bon système d'exploitation pour réparer les clés, les disques durs qui sont un peu capoutes là, qui ne reconnaissent plus le nord, le sud, etc. C'est des choses qu'on peut faire avec une application comme Disk. Vraiment très intéressante. L'éditeur de menu. Bon, ici, c'est pas nécessaire. En fait, bon, il y aura des fois où vous en aurez besoin si vous voulez redéplacer une application. La positionner dans un bon menu ou alors vos propres applications, vos propres lanceurs, les ajouter au menu du système. Ça pourra être fait par ici. On aura l'occasion d'examiner cela. Pour certaines distributions, par exemple basées sur OpenBox, ça c'est une application assez utile. Bon, pour une application comme Linux Mint, un système d'exploitation comme Linux Mint, ce n'est peut-être pas nécessaire parce que bon, Linux Mint a des mécanismes assez solides qui permettent de répartir les applications installées dans les bonnes catégories. On a un formateur de clé USB. C'est pas tout à fait la même chose que le créateur de clé USB, parce que c'est vrai que le créateur de clé USB formate la clé USB, mais c'est dans le but de générer une clé USB amorçable, tandis que le formateur de clé USB ou de disque dur USB, il efface tout ce qui est à l'intérieur, etc. Gestionnaire d'archives, c'est le WinZip ou le WinRAR par défaut. Le gestionnaire de fichiers, c'est comme l'explorateur Windows. Le gestionnaire de tâches, c'est pour voir qu'est-ce qui consomme des ressources sur votre système. Et éventuellement, vous pouvez terminer la tâche, l'arrêter, la tuer, etc. Nous avons une application pour les notes, les différents journaux.
On peut rechercher et lister les applications. Alors, on a un gestionnaire de mots de passe ici. Nous aurons l'occasion de l'examiner, ainsi qu'un autre que moi j'utilise plus systématiquement. On peut afficher les polices. On a un outil pour rechercher les fichiers dans le système. 4 fiches. Clavier virtuel, bon, Redshift, pardon. L'outil de renommage de masse, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On a une visionneuse d'images internationale, un visionneur de documents. Et Warpinator, moi je sais pas à quoi ça sert ce truc-ci. C'est la première fois que j'en entends parler, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Donc on aura l'occasion de revenir sur lui. Autre chose que nous avons, ça c'était les accessoires, c'est les outils graphiques. Nous avons une application simple pour le dessin, un numériseur, un scanner de documents. Nous avons Pix. GIMP ne vient pas par défaut, ça me surprend un peu, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aura besoin de faire des manipulations ou des retouches d'images. Donc l'offrir par défaut, ce n'est peut-être pas nécessaire. Alors dessin, c'est un peu comme Paint. Lui, je le connaissais pas, mais bon, le principe est le même. Internet, nous avons une application de chat. Nous avons la messagerie Thunderbird. Nous aurons l'occasion de l'utiliser. Le navigateur web Firefox également. Transmission, ça c'est pour télécharger les torrents. Alors ça, ce sont les logiciels qui viennent par défaut. Rien ne vous empêche d'utiliser par exemple le gestionnaire de logiciels pour en rajouter d'autres vous-même. Alors dans le multimédia, nous avons une application pour organiser la collection, c'est Rhythmbox. Le contrôle de volume, Pulse Audio, une application pour lire les films. Au niveau de la bureautique, ça c'est une des forces de Linux, c'est que c'est livré avec un système complet, une suite bureautique intégrale, complète. Et dans cette suite bureautique basée sur LibreOffice, nous avons le traitement de texte, Writer, nous avons le gestionnaire de présentation, Impress, nous avons le tableur, Calc, nous avons le gestionnaire de base de données, un peu comme le Microsoft Access, ça c'est Base. Nous avons un logiciel de dessin, donc c'est une sorte de Microsoft Paint plus élaboré, beaucoup plus élaboré. Nous avons également un éditeur de formules mathématiques. Nous avons un dictionnaire également. Nous avons les différents paramètres de notre système pour configurer tout un tas de choses. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et puis nous avons des applications système. Ce sont des applications que, j'allais dire le commun des mortels, mais disons que dans une utilisation quotidienne, vous ne jouez pas nécessairement avec, sauf si vous avez besoin d'effectuer certains réglages au niveau du système. On a par exemple cette application qui nous permet de voir le taux d'occupation de notre disque dur. Nous avons, si vous vous rappelez, ou si vous avez suivi certaines de ces capsules depuis le début, notre disque dur est de 50 Go. Là, il nous fait comprendre que sur les 50 Go, nous en avons 43 de disponibles. Et lorsqu'on clique sur le disque en question, la partition en question, on voit la répartition de l'espace entre tous les dossiers. Donc, et c'est valable pour tous les dossiers que nous avons. Donc, par exemple, notre dossier personnel, on voit que c'est la cache qui est la plus intensément utilisée, etc., etc. Donc, c'est un outil graphique qui nous permet vraiment de voir à quel point chacun des dossiers de notre système est utilisé. Date et heure, fenêtre de connexion, gestionnaire de fichiers, bon, gestionnaire de logiciels, nous en avons parlé, gestionnaire de mise à jour. Gestionnaire de paquets synaptiques, c'est aussi un rapport direct ou indirect, ça dépend de comment vous voyez les choses, avec le gestionnaire de mise à jour et le gestionnaire de logiciels. Vous pourrez regarder notre cours sur, notre capsule sur l'installation des applications pour en savoir plus. Gestionnaire des pilotes et des tâches, nous en avons parlé. Gestionnaire des imprimantes, ça nous permet d'installer les imprimantes locales ou réseau.
Et comme je disais en introduction à un moment donné, COPS, le système de gestion des impressions sous Linux, il est assez redoutable, hein. Déjà à l'époque, il était capable de détecter la plupart des imprimantes. Bon, si vous aviez une imprimante un peu récente, couleur et tout, parfois il gérait pas bien la couleur. Ça, c'est il y a un certain nombre d'années. Mais il réussissait quand même à imprimer sans avoir les outils propriétaires. De nos jours, je ne me rappelle pas avoir acheté une imprimante sans avoir été capable de l'installer. Bon, j'ai pas acheté toutes les imprimantes qui existent. Il y en a probablement quelques-unes qui n'est pas capable de gérer, mais ça reste très particulier. Et ça, c'est sans avoir besoin de télécharger quelque chose de supplémentaire, hein. Ça veut dire, par défaut, comme ça, en partant, ça gère. Alors, nous avons des outils de sauvegarde. On peut gérer la source des logiciels. On peut ajouter des utilisateurs ou des groupes. Donc, en un clin d'œil qui était assez gros quand même, voilà comment se présente notre système, ce qui nous est offert lorsqu'on installe Linux Mint pour la première fois. Alors, ce que nous venons de voir, c'est vrai pour Linux Mint, mais si ça avait été Solus, MX Linux, Manjaro, Ubuntu, Debian ou je ne sais, Watashi Sudo Linux ou peu importe, on aurait eu quelque chose de similaire. En général, on a le système d'exploitation de base, on a un certain nombre d'applications qui viennent avec, parmi lesquelles une application bureautique, une suite, même pas une application, une suite bureautique, des applications graphiques, des applications Internet et multimédia, et tout un arsenal d'autres applications. Ce qui nous manque, on peut le retrouver en général en se servant... euh, il est où là? En se servant du gestionnaire de logiciels. Principalement, mais on peut installer les applications de différentes autres manières. Donc, dans les capsules qui vont suivre, nous allons commencer à prendre possession de notre système et nous verrons comment est-ce que nous allons évoluer à partir de là.